dans les problèmes de la vie courante. Donc, je vais faire un exemple avec le cas du COVID-19 qu'on a actuellement, expliquer le processus, comment est-ce qu'on passe d'une maladie à une équation mathématique. Donc, c'est bien ça le but du direct. D'accord, c'est une belle occasion pour toi, Brel Goussi, de découvrir en fait le lien qu'on peut avoir avec l'épidémiologie, la biologie, la chimie ou la physique avec les mathématiques. Surtout le problème que tu peux avoir couramment lorsque tu te réveilles un matin et tout, comment est-ce que tu peux le traduire en équation mathématique. Donc c'est bien ça le but de mon direct. Ah, Wilfried, je pense moi aussi, je l'espère. Donc, je vais faire de mon mieux pour que les gens qui sont sur le direct comprennent bien de quoi je parle, en fait. Donc, j'espère aussi que ça sera édifiant pour toi ou pour moi ou pour d'autres qui sont là. Donc, j'espère que vous tous vous êtes là. Donc, sans tarder, je vais commencer parce que je suppose qu'on a au moins le max de personnes qu'on attendait. Alors, c'est quoi la modélisation? C'est un processus qui permet l'intervention des équations mathématiques sur des sciences basées sur l'observation, en fait. Donc, on a un problème physique. Un problème physique, ça peut être par exemple le problème des embouteillages, ça peut être une maladie qui évolue dans une population, ça peut également, ça peut être par exemple une intoxication alimentaire, ça peut être une maladie qui évolue dans le corps, ça peut aussi être en mécanique, ce qui concerne ce qui concerne par exemple la fabrication des pièces et tout le processus que vous pouvez avoir. Alors, le but en fait, c'est de prendre ce problème physique que vous avez, traduire le problème physique en équation mathématique. C'est ça qu'on appelle modéliser. Une fois qu'on a traduit ce problème physique en équation mathématique, on résout ce problème-là pour proposer des solutions aux personnes ou proposer des solutions pour résoudre. C'est Covid qui t'a taché le visage. Si c'est peut-être ça, oui. En fait, je pense que dans le de ma personne, donc s'il vous plaît, priez de vous intéresser à ceux dont je suis en train de parler parce que c'est pas de moi dont je parle dans le direct. Merci. Donc, le but, justement, comme je disais, c'est de traduire ce problème-là en équation. Prenons le cas concret de ce virus qu'on a maintenant, c'est de traduire l'évolution de ce virus en un système d'équations mathématiques, résoudre ce système et montrer comment ça évolue et proposer des solutions qui peuvent nous permettre de réduire la propagation. C'est un peu le cas, l'une des raisons pour laquelle on est arrivé au problème du confinement. Donc, c'est ça le processus de la modélisation mathématique. Donc, on modélise et après, on utilise des simulations pour conclure ou pour présenter ces résultats-là, c'est-à-dire conclure ou, comme on a l'habitude de dire, faire des prévisions par rapport à la situation. Donc, si je prends le cas en physique, on observe par exemple la corde d'un instrument de musique qui varie en fonction de la longueur. On va traduire la physique de la corde en équation grâce aux équations de la mécanique et déduire un gouverneur dans la vibration de la corde en fait. Donc voilà un cas en physique qu'on peut avoir. En chimie, on peut décrire le comportement des électrons dans un atome. Comme c'est là, donc j'ai une présentation que j'ai rédigée et j'essaie de parler de ça. Donc, comme cela gouverne de façon, comme vous voyez les atomes et les molécules, on va traduire cela en une équation mathématique, on va parler des charges et tout ce qu'il va avec. Donc, pour continuer, en chimie, de façon plus microscopique, on peut s'intéresser à la loi qui détermine la vitesse de la réaction chimique. Et là, ça c'est pour les chimistes en fait. Parlons du cas de l'économie. Donc en économie, en fonction des prix et des différentes marchandises et du revenu de consommateur, c'est lui qui effectue un arbitrage entre ces dépenses. On peut prévoir le comportement. Ça, c'est vraiment le cas des prévisions parce qu'après tout, prenons le cas où vous voulez construire une entreprise. Vous essayez de faire des estimations. Vous faites le bilan entre
On peut dire quoi, l'étude de terrain et quoi, tout. Donc, il y a une collecte de données, mais après, il y a une prévision pour essayer d'estimer ce que l'entreprise peut avoir dans les mois à venir. Donc, ça, c'est un processus de modélisation également. Merci beaucoup, Franklin. Donc, si on passe dans le cas de l'écologie, la modélisation en écologie, en fait, comment évoluent les effets de la population animale sous les différentes hypothèses. Comme vous allez pu voir dans des vidéos que j'ai présenté par exemple l'évolution d'une population de souris dans un pays, pas dans un pays, c'est un peu très grand, dans une maison ou dans un quartier par exemple. Donc, il y a ce cas-là, on peut avoir l'évolution, ça c'est l'évolution d'une population. On peut avoir sans contrainte du milieu. Ça veut dire vous étudiez une population, vous avez supposé par exemple une population de souris ou vous considérez qu'il n'y a pas de chat par exemple qui peut tuer ce souris-là ou que la population n'impacte pas sur les souris. Donc ça peut être également un processus de modélisation. Donc le chat dans ce cas représente ce qu'on appelle en modélisation un prédateur. Donc, on distingue plusieurs étapes de la modélisation. Donc, le scientifique fait des hypothèses sur le phénomène qu'il va étudier. Fait les hypothèses. Je prends un exemple. Si vous voulez étudier, par exemple, la propagation du Covid qu'on a actuellement, on suppose qu'il n'y a pas les entrées et sorties, par exemple, d'une ville. Si je prends le cas du Cameroun, on suppose que on peut limiter les entrées entre la ville de Douala, par exemple, et la ville de Maroua. Ça, c'est une hypothèse. Et parfois, des hypothèses qu'on fait peuvent être moins réalistes. Mais pourtant, si je fais l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas d'interaction entre le Cameroun et la France, ça, par contre, c'est très logique parce qu'on a fermé des frontières. Donc ça, c'est vraiment des hypothèses qu'on peut faire et des hypothèses peuvent être très réalistes et ça vous donnera un résultat qui donne proche de la réalité. Ce résultat-là peut normalement être très très vite recherché par les personnes de la prise de décision, les ministres et tout ce qui concerne la situation actuelle. Mais parfois, des hypothèses irréalistes peuvent vous éloigner de la solution que vous êtes en train de rechercher. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Gaël. Donc, si on passe à l'étape suivante, les hypothèses sont traduites en phénomènes mathématiques ou en modèles. Donc, les hypothèses, c'est quoi? Si vous supposez que vous êtes dans une population où il y a la croissance de la population, ça veut dire que dans votre hypothèse ou dans votre modèle mathématique, vous avez supposé qu'il y a une population qui entre. Donc, il y a un recrutement dans votre population. Il y a un ajout dans votre population. Ça, c'est des hypothèses. Est-ce que la modélisation, ces modélisations ne sont pas comme des prédictions statistiques basées sur des paramètres physiques? Oui, dans certains cas, il y a la modélisation statistique, Kevin. Dans ce qu'on peut vraiment parler sur le fait qu'on est basé sur le paramètre physique. Pourquoi? Parce que quand je parle par exemple de la biologie, ces paramètres physiques, si tu peux les revoir de façon physique, parce que prenons le cas où on a une infection. Le cas du Covid, par exemple, quand tu entres en contact avec une personne qui est infectée, tu peux contacter la maladie ou pas. Dans ce cas, si tu définis le phénomène de contact ou de transmission comme un phénomène physique, oui, c'est exactement ça. Mais si le phénomène physique dont tu parles, c'est quelque chose vraiment de différent, alors ce n'est pas toujours le cas. Mais sinon, la modélisation, c'est bien dans le cas dont je suis en train d'expliquer. Maintenant, si on revient au fait qu'on fait des prévisions, c'est pas dans tous les cas qu'on fait des prévisions. On fait par exemple la modélisation sur des épidémies qui sont passées depuis des années, où on fait... Prenons le cas où on est dans une plantation. On peut juste faire une modélisation où on observe l'évolution d'une plante d'une plante au cours du temps et tout le reste. Donc, on n'est pas obligé de prévoir des choses à long terme, par exemple. Et les intervalles de confiance. Ok, les intervalles de confiance... Ah, merci beaucoup, Yva. Donc, Adravan, pour les intervalles de confiance, c'est bien de ça dont je parlais concernant les hypothèses. Parce que, tu vois, les intervalles de confiance, en fait, ça dépend des hypothèses que vous avez faites. Si les hypothèses sont moins réalistes, vous allez vous éloigner de votre intervalle de confiance. Comme je disais dans le cas du Covid, si on dit par exemple que dans un pays, surtout nos pays africains maintenant,
qu'il y a interdiction de passage d'une ville à une autre, c'est pas très réaliste. Ou le fait que le confinement est strict d'une maison à une autre, ça par contre c'est pas du tout réaliste parce qu'on sait que sur le terrain c'est pas ça. Et ça veut dire si vous étudiez par exemple un modèle avec ces hypothèses là que vous avez supposées, vous aurez un résultat qui est très très loin de la réalité. En fait, on peut pas considérer, et pourtant on sait que c'est pas du tout vrai, et pourtant si vous considérez qu'il n'y a pas d'interaction entre la France et l'Amérique ou par exemple la France et un autre pays africain maintenant, là vraiment vous serez dans un intervalle de confiance qui est proche de ce que vous avez supposé comme hypothèse. Avant de mettre dans les réseaux sociaux, essaye d'arranger ton image, fais-toi un peu belle parce qu'une personne qui se néglige a du mal à se faire comprendre. Armand, j'espère que tu vas bien et que toi, tu prends bien soin de toi. Merci beaucoup, l'empereur de Bouddha. Kevin, merci pour ma défense, mais bon, après, c'est pas nécessaire. Il y aura toujours les gens qui vont dire des choses. Donc, je vais continuer avec le processus de la modélisation. J'ai parlé des hypothèses, j'ai parlé du fait qu'on traduit ces hypothèses en équations mathématiques. Donc, on passe à l'étape suivante, on étudie le modèle mathématique. Étudier le modèle mathématique, parfois, si vous voulez étudier le modèle en faisant des analyses, ça nécessite d'avoir des connaissances de base en mathématiques. Ça veut dire vous avez faire la géométrie ou bref, ça nécessite des connaissances de base. Et ces connaissances en général, Chami, j'espère que tu vas bien. Ces connaissances sont en rapport avec le fait qu'on veut montrer que le problème est bien posé, montrer que le problème également admet une solution et montrer que on a une existence des solutions, que ça admet une solution, pardon, et étudier pour voir dans certains cas, le cas de l'épidémiologie, la convergence ou la stabilité de l'équilibre de la position sans la maladie dans la population ou la position avec la maladie. Et dans la majorité des cas, on cherche la condition dans laquelle il faut éliminer la maladie dans la population. Voilà, donc voilà, troisième étape pour la modélisation. Donc, passons à comparer les prévisions aux réalités expérimentales. Ça, c'est la comparaison. Cette comparaison existe dans le cas beaucoup plus statistique. Ça veut dire que vous avez collecté les données qui sont connues sur le terrain. Donc, je prends le cas des prévisions météorologiques, par exemple. Lorsqu'on fait des prévisions, on a les données des années passées. Donc, vous prenez les données des années passées. Vous faites, donc supposons que vous avez les données, par exemple, qui tombent de 2000 jusqu'en 2019. Vous faites un modèle. Et votre modèle, vous utilisez les données de 2000 jusqu'en 2019 pour confirmer que le modèle que vous avez réagit exactement au phénomène que vous avez de 2000 à 2019. Donc voilà, par exemple, ce processus-là. Maintenant, si vous passez à l'étape suivante, vous pouvez juste faire des prévisions maintenant à partir de ce que vous avez déjà. Donc, vous avez déjà les données de 2000 à 2019. Vous avez prouvé que votre modèle respectait les conditions qu'on avait de 2000 jusqu'en 2019. Et là, maintenant, vous pouvez simuler et faire des prévisions en disant que d'ici 2020-2021, on aura ceci. Donc, ça, c'est vraiment dans le cas où vous pouvez faire des prévisions utilisant les données qui existent déjà. Mais parfois, dans certaines études, il n'y a pas les données. Il n'y a pas une collecte de données. Je prends le cas, par exemple. Moi, je travaille sur un champignon qui attaque les feuilles du café. Donc, je modélise la dynamique du champignon. Alors, lorsque je modélise la dynamique du champignon, je montre que le champignon attaque le café. Mais il y a des paramètres qui ne sont pas connus. Par exemple, à quel degré ou à quel pourcentage ou quelle est la probabilité pour qu'un champignon attaque une feuille de café. Ça, c'est les données qui ne sont pas connues parce que sur une population, on étudie par exemple très facilement ce genre de données. Mais lorsque je suis en train de regarder par exemple dans une plantation, on va pas aller dans une plantation commencer à tester à chaque moment le processus de transfert ou le processus d'infection. Mais on utilise 2 fois des serres pour essayer d'observer ce processus-là, sauf que c'est pas très réaliste parce que dans une plantation, ce qui se passe est complètement différent du cas où on est dans un
endroit très très restreint, le cas d'une serre par exemple où on étudie. Donc une fois qu'on a fait les comparaisons qu'on a dit, on revient aux éventuelles hypothèses qu'on a fait au départ. Donc vous avez fait des hypothèses à la base, vous avez modélisé votre phénomène. Une fois que vous avez modélisé le phénomène, vous avez traduit, vous avez montré que le phénomène était réaliste et que ça mettait des solutions. Quand vous revenez au phénomène de départ, Adrien, oui, dans certains cas, ça arrive, mais avec test d'hypothèse. Oui, si vous avez des données qu'il faut tester avec. Oui, c'est bien ça. Dans certains cas, ça arrive exactement avec ça. Donc, du coup, une fois que vous avez terminé vos simulations et quoi, vous faites des tests d'hypothèse. Ce qui donne des tests d'hypothèse, ça veut dire vous avez montré que votre phénomène était bien étudié. Vous avez fait des comparaisons avec la réalité, mais vous avez vu qu'il y avait des écarts d'erreur. Par exemple, vous avez une courbe. Supposons que vous avez une courbe qui croît et que vous avez un écart. Vous pouvez essayer de réduire cet écart-là. Et pour réduire l'écart, vous rentrez juste au départ dans le modèle que vous avez. Vous essayez de modifier l'évolution que vous avez choisie à la base. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les tout premiers modèles qui ont été faits en 1929 et quoi et tout sur le paludisme. Ces mêmes modèles continuent de nos jours. Ces mêmes modèles continuent de nos jours et on continue, en fait les modèles continuent, on continue de modifier parce qu'il y a des phénomènes qui changent. Donc on va passer à un exemple, je vais essayer d'écrire au tableau, j'espère que vous allez... Donc j'essaye de regarder les questions, pardon. Kevin, n'hésite pas de poser tes questions à moi. Justement, le but, c'est d'essayer de répondre à toutes vos questions. Je suis là pour répondre aux questions, justement. N'hésite pas à poser tes questions. Merci beaucoup, Lauriane. Oh, d'accord. Les données ultérieures utilisées en météorologie sont basées uniquement sur une période de 30 ans, approximativement. S'il te plaît, réexplique le scénario, les données et... Alors, Kevin, j'essaye de reprendre. Là, par exemple, tu as parlé des données de 30 années. Mais tu peux juste avoir, par exemple, les données de 5 ans. Parce que 30 années, déjà, c'est beaucoup. Dans certains cas, on n'a pas souvent les données de 30 années. Donc, supposons que tu as les données de 30 ans. Tu prends ton phénomène, tu comprends l'évolution du phénomène. Parce que le premier problème à modélisation, d'abord, c'est de comprendre l'évolution du phénomène. Donc, une fois que tu comprends l'évolution de ton phénomène, tu traduis le phénomène en équation mathématique. Tu utilises les données que tu choisis, les données que tu as eues, tu simules avec ces données-là en remplaçant dans chaque étape les données que tu as parce que tu as une équation que tu as traduite. Donc, dans ton équation, tu as les valeurs ou les variables qui définissent des paramètres dans la vie. Ça peut être les paramètres de température, de climat. Toutes ces valeurs-là, tu dois les connaître. Par exemple, la température, les précipitations. Ça, c'est des paramètres que tu connais. Donc, tu utilises ces paramètres. Tu traduis ces paramètres en équation, tu utilises ces paramètres pour simuler le modèle que tu avais déjà et tu essayes de comparer l'évolution de ton modèle par rapport à l'évolution qu'on avait déjà. Ok, réexpliquons par exemple avec le cas du COVID-19. Donc, si on prend par exemple, disons qu'on prend du mois de mars jusqu'à la fin du mois de mars en fait. Donc, en prenant le début du mois de mars jusqu'à la fin du mois de mars, on a toutes les données. Donc, on prend le cas d'un pays où on a les données d'un mois. Donc, tu as ces données-là. Tu fais un modèle mathématique de l'évolution du nombre d'infectueux, supposons juste les infectieux parce que c'est eux qui sont connus. L'évolution du nombre d'infectieux dans la population ou dans le pays que tu as choisi. Et après, tu traduis ton phénomène que tu as
tu simules le phénomène. Lorsque tu simules le phénomène, tu compares le phénomène que tu as simulé avec les valeurs réelles qui sont données depuis le 1er jusqu'au 31 mars. Et lorsque tu compares, tu vas voir que si ta courbe elle est très proche des données réelles qu'on avait déjà, alors les hypothèses que tu as fait pour ta modélisation étaient des hypothèses très proches de la réalité. Et comme ces hypothèses que j'étais en train de citer, ça peut être les hypothèses du fait que tu fais le lien entre, tu supposes par exemple que le confinement est respecté entre des pays, oui, mais par exemple si tu fais l'hypothèse que le confinement est respecté entre les quartiers des villes de nos villages ou de nos villes. Par exemple, je prends le cas du Cameroun que je connais. Ça, par contre, c'est très faux parce que on voit bien que les cas de confinement n'est pas du tout respecté. Donc ça, c'est des hypothèses. Ou si tu fais par exemple l'hypothèse que tout le monde porte des masques, en observant une population bien définie où tu as observé l'évolution de la population et que tout le monde porte le masque, s'il y a juste une approximation de où tu trouves 4 à 5 personnes qui n'ont pas le masque, ça c'est une hypothèse qui est très proche de la réalité. Donc, ah, merci beaucoup Barbara. Fibouda, merci beaucoup. Les tests d'hypothèse, parce qu'on dirait c'est pas standard et en épidémiologique. Non, Adravan, les tests d'hypothèse ne sont pas standards. Ces tests varient en fonction du problème qu'on étudie. Donc, je vais essayer d'expliquer par exemple. Donc, je voulais faire un quart de modélisation. Je sais pas. J'ai mis le cas du Covid. Est-ce que vous avez un sujet particulier que vous voulez qu'on modélise? Est-ce que vous avez un sujet particulier que vous voulez qu'on modélise? Vous pouvez envoyer le sujet, mais de préférence en épidémiologie. Au moins, d'accord, je vais partir avec le cas du COVID-19. Ok, prenons par exemple le cas de ce virus qu'on a actuellement. Concernant le virus, à la base, d'après ce que j'ai en épidémiologie, le virus est initialement présent chez la chauve-souris. La chauve-souris est en gros ce qu'on appelle le réservoir. Le réservoir parce que c'est l'animal qui porte le virus, mais elle ne fait pas de maladie, donc c'est un porteur sain du virus. Le virus qui est présent ou la souche qui est présente chez la chauve-souris ne peut pas se fixer sur un homme, alors c'est passé par le pangolin. Donc, une fois, le virus est passé par le pangolin et passant par le pangolin et de là a infecté l'homme. Donc, le processus dans ce cas, c'est qu'il y a chauve-souris, il y a pangolin et il y a l'homme. Donc, ça c'est un autre processus de transmission, de l'évolution du virus, si on peut dire. Maintenant, je vais modéliser le phénomène plutôt de la transmission qui est maintenant entre homme et homme parce que le virus a évolué jusqu'à arriver à l'homme et là maintenant il y a transmission entre homme et homme. Et ces transmissions-là, c'est ça que je veux modéliser. Et comment ça se passe la transmission et dans la population, qu'est-ce qu'on retrouve concernant l'évolution du virus? Alors, chaque jour, chaque pays recense par exemple le nombre de nouveaux cas de Covid. Ça, c'est le nombre de nouveaux cas. Ça, c'est les personnes qu'on a testées. Merci beaucoup, Hervé. Donc, ça, c'est les personnes qu'on a testées et qu'on a confirmées qui sont malades. Donc, ce sont les infectieux. Mais dans la population, il y a les personnes qui sont susceptibles de contacter la maladie. Et là, c'est une classe qu'on retrouve dans la modélisation. Donc, il y a les personnes qui sont susceptibles de contacter la maladie. C'est nous, c'est les autres ou les gens qui essaient chaque jour de porter des masques et tout le reste. Bref, ceux qui ne sont pas encore malades. Mais dans cette même population, il y a les gens qui sont des porteurs asymptomatiques. Les gens qui ont déjà la maladie, mais ne présentent pas des symptômes, tout comme les chauves-souris, mais ils ont la maladie. Maintenant, le passage normalement, donc, je vais essayer d'écrire au tableau, j'espère que vous allez voir en fait. Si
vous voyez, vous me dites, hein. Dans le cas contraire, je vais essayer de refaire autrement. Alors, donc, je vais prendre, dans la population, il y a des personnes, je vais appeler les susceptibles. Est-ce que vous voyez bien au tableau? Dans le cas contraire, réagissez en commentaire. Barbara, pourquoi est-ce qu'on parle de la mutation? La mutation vient tout simplement du fait que, donc, ok, prenons un exemple. Lorsque vous avez par exemple une bactérie ou un champignon qui attaque une plante, vous avez un champignon qui attaque une plante. Quand le champignon attaque la plante et que vous venez avec des insecticides ou, je sais pas, des fongicides, lorsque vous ajoutez les fongicides par exemple sur la plante, le champignon développe une forme de résistance ou développe les nouvelles espèces. Donc ça évolue. Vous allez voir que à la base, vous avez un champignon. Lorsque vous allez ajouter les fongicides, le champignon va développer une nouvelle espèce. Vous aurez deux. Et vous allez voir que des champignons, à la base, qu'on avait juste une espèce, on va se retrouver avec 2, 3 et 4 espèces. Alors ainsi, le cas de l'évolution, et je parle de mutation dans le cas de Covid, parce qu'on avait un virus qui était initialement présent chez la chauve-souris, mais il y a eu des mutations génétiques, ça se retrouvait dans le pangolin, et par la suite, cette mutation a progressé pour arriver chez l'homme. Alors, donc, comme vous voyez bien au tableau, donc je continue. Donc, j'ai dit, dans la population, il y a les personnes susceptibles. Susceptibles, ça veut dire que ce sont des personnes qui peuvent contacter la maladie. Bon, c'est très noir. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais essayer d'éclairer là. Bon, je m'excuse. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Donc, je pense que ça va là. Je m'excuse, j'ai essayé un peu d'ouvrir la fenêtre. Donc, il y a des personnes qui sont susceptibles de contacter la maladie. Mais lorsqu'une personne qui est susceptible entre en contact avec une personne qui est déjà atteinte du COVID-19, en fait, COVID-19, la personne devient ce qu'on appelle latent. Latent, ça veut dire que vous portez déjà le virus dans votre corps, mais vous ne présentez pas les symptômes et vous ne pouvez pas infecter les gens. Vous ne pouvez pas infecter juste parce que le stade, parce qu'on a dit cette période dure 2 à 10 jours. 2 à 10 jours, ça veut dire que c'est la période qu'il faut pour que le virus se développe dans votre organisme. Donc, on a des latents. Donc, il y a les susceptibles qui progressent pour devenir des personnes latentes. Maintenant, lorsque vous êtes latent, les jours passent, vous développez les symptômes. C'est les gens qu'on a fait des tests et qu'on retrouve à l'hôpital, les cas qu'on recense chaque jour et qu'on dit voici les personnes infectées. Donc, on a recensé ces cas. Et voilà, on va dire, il y a des personnes qui sont infectieuses. Infectieux, ces personnes sont des personnes qui sont infectieuses. Ça veut dire qu'ils peuvent transmettre la maladie s'ils entrent en contact. J'inverse. Ah ouais. Ok, qu'est-ce que je vais faire si vous ne voyez pas? Bon, là, c'est compliqué, hein. Comment est-ce que je vais écrire? Si c'est inversé, ça veut dire que le processus direct ne respecte pas ce qu'il faut faire. Bon, qu'est-ce que je vais faire alors dans ce cas? Oh, clac, si on ne voit pas très bien, moi, je ne sais pas ce que je vais écrire. Comment est-ce que je vais écrire et que vous allez voir? Je pensais que je pouvais écrire au tableau, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est inversé. Et étant donné que c'est pas une vidéo... Ah, je tourne la caméra. D'accord, ok, merci pour l'idée. Ok, bon, là, c'est pas vraiment très clair. Est-ce que vous voyez comme ça? Les écrits, ça va maintenant? Ok, donc, je réexplique le processus. J'ai dit dans la population. Ok, si vous voyez bien maintenant, symétrique par rapport au tableau. Alors, c'est ok ou pas? D'accord, si c'est ok, je vais continuer dans ce cas. Bon, j'essaye de voir si je peux positionner ma caméra comme ça.
Ok, d'accord. Je pense que c'est ok là. Vous voyez bien. Donc, je vais essayer de continuer. Ok, donc je continue. Alors, donc il y a les personnes qui sont susceptibles. Susceptibles, ça veut dire des personnes qui ne sont pas malades, mais qui peuvent entrer en contact avec les personnes qui sont infectieuses et devenir malades. Mais en dehors des gens infectieux, il y a des personnes asymptomatiques. Disons asymptomatiques. Asymptomatiques, ce sont des gens qui sont dans la population. Ces personnes sont dans la population. Vous ne savez pas s'ils sont malades ou pas. Donc, ils continuent d'infecter tout le monde. Ils ont le Covid en eux. Ils peuvent transmettre la maladie à tous les gens. Ça peut être leur famille, ça peut être des gens où ils travaillent. Mais ce sont des personnes qui transmettent la maladie mais ne présentent aucun symptôme. Tant qu'ils n'ont pas fait de tests, ils ne sauront jamais qu'ils ont le Covid-19. Et c'est ce cas-là qui continue, ces personnes-là qui continuent de faire progresser la maladie très très rapidement. C'est la raison pour laquelle il faut faire des tests sur presque toute la population pour pouvoir identifier les personnes qui sont asymptomatiques. Maintenant, on peut également ajouter le cas des personnes qui sont en quarantaine. En quarantaine parce que lorsqu'on constate que vous avez le virus, on vous garde. On vous garde. Donc, je peux considérer qu'il y a des quarantaines. Mais si on a fait l'hypothèse, j'ai bien fait l'hypothèse. Donc, je fais l'hypothèse selon laquelle il y a les quarantaines. Il y a des personnes asymptomatiques. Ça, c'est sûr. Donc, dans certaines hypothèses, je peux exclure la quarantaine. Parce qu'il y a des pays où on ne parle pas trop de la quarantaine. Donc, je peux exclure ça. Mais vu le cas de la maladie actuelle, lorsque vous êtes malade, on vous met dans des conditions spécifiques et tout, je vais préciser qu'il y a la quarantaine. Mais surtout, après toutes ces étapes, il y a les personnes qui sont guéries. Je vais les appeler les R. Guéris, ces personnes-là, nous tous on connaît, on donne le nombre de guéris. Au Cameroun, par exemple, on connaît le nombre de guéris. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle. Donc, voilà, il y a un processus comme ceci. Les latents, lorsque vous êtes latent, après on identifie que vous êtes malade, on vous met en quarantaine. Il y a ceux-là qui ne sont malades, mais ne sont pas en quarantaine, mais il y a ceux qui sont asymptomatiques. Donc ici, lorsqu'on définit là, il y a les quarantaines qui vont guérir, il y a les infectieux qui vont guérir avec les traitements qu'on essaye d'administrer actuellement. Mais il y a des personnes asymptomatiques, je ne sais pas si je dirais qu'ils vont guérir ou pas. Donc je reste sur l'hypothèse selon laquelle ce sont des personnes qui ont un système immunitaire assez fort. Donc ils peuvent guérir de façon naturelle du virus. Donc je mets qu'il y a également une guérison là. Donc voilà ce qu'on appelle la modélisation compartimentale de l'évolution du Covid-19. Ça, c'est un modèle qui présente l'évolution que vous avez du virus actuellement, de la transmission d'un homme à un autre, est représenté comme ceci. Alors, maintenant, on va commencer, parce que j'ai parlé des hypothèses. Dans chaque population, il y a les nouvelles naissances. Depuis qu'il y a le Covid-19, les gens continuent de naître. Donc, je confirme qu'il y a des naissances. Il y a un taux de naissance dans chaque population. Ce taux de naissance, en fait, représente les nouveaux-nés qu'on a actuellement. On n'a pas encore précisé un bébé qui est né avec le Covid-19. Donc, je suppose que quand on est une personne susceptible de contacter le Covid-19, mais on ne naît pas en ayant le Covid-19 dans le corps. Donc, il y a les naissances dans la population. Maintenant, chaque partie de cette population a une mortalité. Une mortalité, pourquoi? Parce que depuis qu'il y a le Covid-19, il y a les gens qui continuent de mourir. Ils ne meurent pas à cause du Covid-19, mais ils meurent parce qu'il y a une mortalité naturelle. Donc, j'appelle ça un mu qui représente la mortalité de chaque type de population. Disons type de population, chaque stade de la population. Les susceptibles meurent, les personnes qui portent le Covid-19 mais ne peuvent pas encore transmettre la maladie, ils meurent. Les personnes qui ont le Covid-19 meurent, d'autres meurent du Covid-19, mais d'autres ne meurent pas du Covid-19. Il y a des latents qui meurent, il y a des personnes qu'on a mis en quarantaine, d'autres sont morts, peut-être pas les conditions de la quarantaine et tout le reste, mais pas du Covid-19. C'est ça, cette mortalité-là. Et ici, il y a des personnes qui sont guéries du Covid-19 et après la guérison, ça peut être une personne qui avait une autre maladie qui meurt, mais pas de cette maladie-là. Donc, ça c'est déjà l'évolution, ça c'est déjà le modèle que je continue. Ici, donc ça c'est une mortalité naturelle de la population. Et ça reste mon hypothèse. Il y a les gens qui vont supposer que l'étude est sur une période assez limitée et qu'ils ne peuvent pas considérer
la mortalité des gens dans la population. Mais je considère cette mortalité parce que actuellement, je parle, il y a des personnes qui meurent. Ça peut être des minutes après, il y a des gens qui meurent. Et cette mortalité, elle est juste due, elle n'est pas due à la maladie, c'est une mortalité naturelle. Maintenant, je vais mettre la mortalité. Il y a des gens qui sont dans la quarantaine et durant la quarantaine, ils meurent. Je mets un D1 ici. C'est une mortalité due au COVID-19. Les gens durant la quarantaine, ils meurent. Maintenant, il y a des gens qui sont asymptomatiques. Je ne vais pas présenter cette mortalité des asymptomatiques parce que je suppose qu'ils ne présentent pas des symptômes. Parce que dans le cas du COVID-19, c'est les symptômes qui représentent vraiment que vous faites la maladie. Et ce n'est que ces symptômes-là qui peuvent vous tuer de façon générale. Mais je vais considérer qu'il n'y a pas de mortalité ici ou pas. Donc, mettons qu'il y a aussi une mortalité là. D2. Donc, il y a une mortalité. Donc, il y a des personnes qui sont dans la population. On n'a pas pu faire un test pour savoir s'ils ont le Covid. Ils sont morts. On a pensé qu'ils étaient morts aussi comme tout le monde. Cette mortalité naturelle que j'ai dit. Mais ils sont morts à cause du Covid-19. Il y a cette mortalité D3. D3, bien sûr, ça c'est la mortalité que vous tous vous connaissez. Le nombre de morts qu'on donne chaque jour, le taux de mortalité, ça c'est un taux bien sûr. Le taux de mortalité qu'on donne chaque jour, c'est-à-dire le fait que vous allez faire le nombre de personnes infectées, qu'on a juste le nombre de personnes infectées divisé sur la population des susceptibles et tout le reste pour retrouver ce taux qu'on a jusqu'à maintenant. Donc ça c'est un taux qu'on connaît exactement. Donc ici, vous avez vu, j'ai présenté la mortalité qui est due au Covid-19 dans le cas de la quarantaine, dans le cas des personnes qui sont malades du Covid mais ne présentent pas de symptômes, dans le cas des personnes qui sont malades et qui sont connues et qui présentent des symptômes. Maintenant, comment est-ce que on explique ce passage de là à là de façon mathématique? Ceci en fait est généralement traduit avec quelque chose qu'on appelle la force d'infection. J'appelle cette force lambda. Cette force d'infection, c'est-à-dire lorsque vous entrez en contact avec une personne qui est malade, je suppose que vous êtes en quarantaine, on vous a mis dans les conditions où vous ne pouvez pas infecter une personne. Vous êtes asymptomatique, vous êtes dans la population, vous allez dans tous les sens et vous pouvez infecter les gens. Vous êtes aussi infectieux, vous pouvez infecter les gens. Donc ce taux, c'est une fonction qui dépend des personnes qui sont asymptomatiques et des personnes qui sont infectieuses. Donc voilà un taux comme ça. Et ce taux en général, lambda de AI, s'écrit comme bêta. Bêta c'est un taux également. Ce taux représente le taux de contact, ou disons la probabilité, pour qu'un susceptible qui entre en contact avec un latent, bon, laissons d'abord là, A plus 1 epsilon I. Je vais vous expliquer. Donc disons juste bêta A plus 1 epsilon I. Bêta A, j'explique ceci. Lorsque une personne qui est susceptible entre en contact avec une personne qui est asymptomatique, ça veut dire que vous êtes dans la population, vous marchez et après vous entrez en contact avec une personne qui a le COVID-19 mais que vous ne savez pas. Le bêta-C représente la probabilité pour que vous contactez également le COVID-19. C'est pareil dans le cas de toutes les autres maladies. Le cas du sida, lorsque vous faites des rapports sexuels non protégés ou lorsqu'il y a une transfusion, la probabilité, c'est pas parce que vous êtes en contact avec une personne qui est malade que vous allez devenir malade. Il y a une probabilité pour que vous deveniez malade. Et cette probabilité peut être très forte, dépendant du cas de la maladie ou l'état de la santé du malade que vous avez rencontré. Également, bêta multiplié par I. Bêta I représente également le taux. Bêta reste toujours la probabilité sur le fait que vous êtes susceptible, vous entrez en contact avec une personne qui a le COVID-19, la probabilité pour que vous tombez malade. Pourquoi j'ai un epsilon ici? Un epsilon, que je dis, c'est un taux qui est inférieur à 1. Un epsilon tout simplement parce que dans la population qu'on a actuellement, les personnes qui sont asymptomatiques transmettent plus le coronavirus que les personnes qui sont infectieuses et qu'on connaît leur statut. C'est un peu comme dans le cas du VIH, lorsqu'on connaît qu'une personne, ou lorsqu'une personne connaît qu'il a le VIH, il prend des précautions, ou lorsque vous avez l'hépatite et tout ce qu'il y a dans le cas des épidémies et tout le reste. Donc le epsilon est inférieur à 1 parce que les gens qui sont déjà infectieux, on prend des précautions pour qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres qui sont non infectieux et tout. Donc les asymptomatiques qui sont dans la population transmettent plus que les personnes infectées.
Et c'est à cause de ces asymptomatiques que l'évolution continue d'être énorme jusqu'à la situation actuelle. Maintenant, tout ce taux est divisé par N. N, ce qui est là, représente la population actuelle. La population totale, N égale à S plus L, les susceptibles dans la population, les latents dans la population, les personnes qui sont en quarantaine, les personnes qui sont asymptomatiques du Covid, les personnes qui sont infectieuses du Covid et les personnes qui sont guéries du Covid-19. Donc voilà, ce taux, c'est ce qu'on appelle la force d'infection, la force qu'un malade a de transmettre la maladie à une personne susceptible. Et ici, on a plusieurs types de malades. Donc maintenant, il y a la progression, ces progressions ici, là, on peut les appeler les alpha 1, alpha 2, alpha 3. Ces taux sont très variables. Très variables. Ce taux, par exemple, on est capable de l'identifier. Ça, c'est le taux qu'on connaît, le nombre de jours qu'on met pour devenir en infectieux et tout. Donc, on a dit, lorsque vous êtes en contact avec le Covid-19, vous allez mettre tel nombre de 2 à 10 jours pour développer les symptômes. Donc, ça, c'est connu. Mais les gens qui progressent pour devenir des asymptomatiques, ça, c'est inconnu. Ça, c'est un taux qu'on ne connaît pas. Mais on sait qu'ils progressent pour devenir des asymptomatiques. Les gens qui sont mis en quarantaine, on connaît parce que le gouvernement compte ce genre de personnes-là. Donc, on connaît le taux de personnes qui ont été mises en quarantaine. Maintenant, les personnes qui sont en quarantaine qui guérissent, disons gamma 1, ce taux est connu. Les personnes qui sont en quarantaine, qui sont guéries et quoi, ça, ce taux est connu. Ici, il y a un gamma 2. Les personnes qui sont infectieuses et guéries et qui sont asymptomatiques et vont guérir. Ce taux est inconnu parce que ils sont dans la population. On ne connaît même pas qui est asymptomatique. On ne connaît même pas. Ils sont comme tous les gens qui sont susceptibles. Les gens qui sont asymptomatiques sont toutes les personnes qui sont susceptibles. Et là, ils peuvent guérir ou rester dans cet état jusqu'au moment où ils vont mourir. On ne peut pas connaître ce taux. Et ici, maintenant, il y a la progression des personnes infectieuses. Ce taux, j'appelle gamma 3. Ce taux est connu. Voilà le modèle. Je pense que je vais m'arrêter là sur le modèle et je vais vous expliquer où le problème se pose. Pourquoi est-ce que avec ce modèle, on ne peut pas donner la situation ou la solution actuelle pour l'éradication de la maladie? Alors, je vous ai donné les taux qui sont inconnus. Commençons par ce taux. Ce taux de contact. Lorsque vous entrez en contact avec une personne, la probabilité pour que vous deveniez une personne infectée, ce bêta, on peut supposer qu'il est connu dans le cas où on a les personnes infectées parce qu'on disait en fait, si vous entrez en contact avec 4 personnes, vous pouvez infecter 2 et tout. On peut supposer que c'est connu dans le cas des personnes infectieuses. Mais dans le cas des personnes asymptomatiques, lorsque vous entrez en contact avec une personne asymptomatique, vous êtes incapable de connaître le taux de transmission ou la probabilité pour que vous deveniez une personne infectieuse. Donc ça, c'est inconnu dans ce cas-là. Ça également, c'est inconnu. Et ceci, c'est inconnu. Donc, ça, c'est un modèle qui représente quelque chose qui est très proche de la réalité, mais il y a des paramètres inconnus. Alors, en général, pour éradiquer une maladie avec un modèle compartimental, on calcule ce qu'on appelle le taux de reproduction de base. Ce taux de reproduction de base représente en gros le nombre de nouveaux cas qui ont été créés par des personnes, par une personne malade qu'on a injectée dans une population qui est constituée entièrement de personnes susceptibles. Ce taux, je vous rappelle qu'il est connu actuellement pour le cas du Covid. Il est entre 2 et 3. Ce taux est connu. Lorsque moi je calcule ce taux dans le cas du Covid, je retrouve une expression qui est une fonction de bêta, de alpha 2 et disons de tous les autres paramètres, mais je considère les paramètres que je ne connais pas, et de gamma 2. Alors, ces paramètres, je vous rappelle qu'ils sont inconnus. Alors, pour éliminer la maladie dans la population, on cherche à rendre ce taux inférieur à 1. À rendre ce taux inférieur à 1, pour le moment, on sait, l'Organisation mondiale de la santé le présente, il est entre 2 et 3. On veut le rendre inférieur à 1. Ainsi, pour le rendre inférieur à 1, il faut diminuer ces taux. Mais c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas ces taux. C'est ça qui rend les choses compliquées. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça, c'est des paramètres qu'on ne peut pas mesurer et qu'on essaye d'estimer actuellement pour essayer de présenter l'évolution du virus.
Oh là là. Vous ne voyez plus. Ma Suzy, je ne savais pas en fait. Vous ne voyez plus. Oh là là. Le modèle Willy pour le modèle intersocial, oui, tu as raison pour laquelle je parle des hypothèses. Je parle des hypothèses dans la population. C'est bien ça le truc en fait. Mais ne peut plus inclure les guéris. Pourquoi ne pas inclure les guéris, Suzy? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas inclure les guéris et pourtant ils sont dans la population? Dans le modèle encore, je peux faire un retour de la population. Donc je pense que je peux retourner ma caméra. Donc je vais faire un retour, je peux faire un retour dans la population. Bon, je suis de retour. Je vais essayer de répondre aux questions parce que là, j'étais au tableau, je ne voyais pas. Oh là là, le tableau ne se voit pas. Où est-ce que tu mets les décès? Qu'est-ce que tu appelles les mortalités claques? C'est ça les décès qui sont représentés dans le compartiment. N'importe qui peut être asymptomatique du jour au lendemain. On finira jamais de tester les gens dans ce cas. Bah oui, justement, Gigador, tu peux être asymptomatique du jour au lendemain, surtout si tu rencontres par exemple une personne qui est asymptomatique. Par exemple, ça c'est justement la population des asymptomatiques qu'on ne quantifie pas. Et c'est ça le problème actuellement. Coucou IDK. Wow. Parfait. Calculons le renversement. D'accord. Ok, c'est vrai qu'il est écrit au tableau. N'est pas... Kevin, il n'y a pas de souci. Je réponds inbox. Ça, c'est un truc que je devais faire inbox, mais je n'ai pas. Montre-nous le reste du tableau. Merci, Gaël. Les gens n'entrent pas en contact de la même manière selon ce qu'on voit dans les villes ou les villages. C'est variable et subjectif et c'est très difficile de déterminer. Je suis d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle je dis, lorsque vous êtes en contact avec une personne, c'est une probabilité pour que vous vous infectez parce que vous n'avez pas la même probabilité d'infection ou la personne que vous avez contactée, comme tu as dit, c'est pas les mêmes contacts et c'est vraiment très variable. On ne voit plus le reste du tableau. Bon, c'est quel niveau que vous ne voyez plus? Oh là là. Waouh, j'avoue que c'est compliqué de refaire le truc dans ce cas. Bon, j'essaie de présenter là. Voilà le modèle globalement avec tout ce que j'ai essayé de... Natacha, tu as fait comment pour arriver là? Ce type de modèle qu'elle présente ne prend pas en compte la progression géographique. Là, ça reste des hypothèses et c'est bien ce que je précise depuis le départ. Vous allez voir qu'il y a des modèles qu'on a fait, on s'est arrêté juste au modèle SIR. Ça veut dire qu'on a les susceptibles, on a les infectieux, on a les guéris. Sauf que ces étapes-là ne sont pas suffisantes pour représenter les progressions qu'on a dans la population. Donc, dans ceci, j'essaie de faire, on peut dire quoi, de changer, de modifier les hypothèses et on peut dire augmenter des choses qu'on retrouve un peu plus dans la réalité. Mais ça reste encore des hypothèses. Mais à la probabilité, tu devrais ajouter une variable qui représente les modèles d'interaction sociale. Qui varie selon quoi une zone urbaine. Oui, Willy, on peut l'ajouter. Dans certains cas, on peut même dire c'est les faire
des masses médias et tout. Mais comme j'ai dit, en fait, ça reste des hypothèses. Et vraiment, quand je présente un modèle de façon simplifiée, le but, c'était surtout d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait la modélisation parce que je ne peux pas prendre en compte. Vous voyez déjà avec ceci, j'ai pris tout le tableau et c'est pas du tout très clair de voir déjà ce qu'on écrit ici au tableau. Amada, j'espère que tu vois le tableau maintenant. Oh là là, comment est-ce que je n'ai pas prêté attention au fait qu'on ne voyait pas tout le tableau? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. R0, Amada, comme j'ai dit, représente le taux de reproduction de base. C'est le taux, en fait, lorsque on injecte, donc on prend une personne qui est susceptible, on met dans une population qui est constituée entièrement de personnes, une personne qui est infectée et on met dans une population qui est constituée entièrement des susceptibles. Alors, on essaye de voir le nombre de personnes la personne infectée va produire au cours du temps en fait. Et comme je dis, dans le cas du COVID-19, ça varie entre 2 et 3, ça veut dire, si vous prenez une personne qui est infectée maintenant, vous mettez infectée du COVID-19 et vous mettez la personne dans une population constituée entièrement de personnes susceptibles, alors il va infecter 2 à 3 personnes. Et c'est ce que ce taux-là représente actuellement ici. Donc, pour éradiquer une maladie, il faut que ce taux soit inférieur à 1. Et justement, lorsque je calcule ce taux avec le modèle que j'ai présenté ici, j'ai une expression. Et dans cette expression, on voit que pour réduire, il faut agir sur les paramètres. Et ces paramètres sont inconnus. On voit bien que si je prends par exemple le taux d'infection ou le taux de progression des personnes asymptomatiques, et si je diminue ce taux jusqu'à un certain niveau, ça peut réduire ce taux R0 et les cas comme communautaires. Je n'ai pas bien compris la question. Et les cas comme communautaires, en fait, ça représente... Je n'ai pas bien compris ta question. Je n'ai pas exactement... j'ai pas bien compris. S'il te plaît, tu peux reposer ta question. Ah ouais, je vois. Je ne voyais pas du tout au tableau, quoi. Donc, j'étais en train de dire ceci. Ce taux R0 que j'ai calculé, c'est le taux où il faut influencer, où il faut agir pour éliminer la maladie, donc pour prouver à un moment donné qu'on va sortir de l'épidémie. Ah oui, tu parles des cas communautaires, ok. Ah oui, Barbara, si on ne les dépiste pas, c'est vraiment peine perdue parce que ces personnes, ils sont dans la population et vont continuer d'infecter les autres. C'est justement ça le souci. C'est pour ça que vous allez voir les États-Unis ou le cas par exemple de l'Allemagne qui teste beaucoup de personnes en une journée. Donc on a besoin de tester tous ces gens-là. On a besoin de tester une grande partie de la population pour identifier ces personnes asymptomatiques parce que et les personnes asymptomatiques surtout c'est les jeunes parce que eux ils ne présentent pas des symptômes. La majorité sont des jeunes. La majorité sont des jeunes parce qu'eux, ils ont encore un système immunitaire un peu plus solide par rapport aux personnes qui sont plus âgées. Et ils sont malades mais ne présentent pas des symptômes. Coucou Vané. Par exemple, c'est le R0 inférieur à 1 pour l'Allemagne. Et du coup, ils ont décidé de confiner la population mais avec les mesures restrictives. Clac, est-ce que le R0 pour l'Allemagne est inférieur à 1? L'Allemagne est plutôt dans le sens du fait que si on respecte les mesures du confinement, le R0 va être inférieur à 1. Parce que s'il est inférieur à 1, ça veut dire que c'est sûr, la maladie disparaît au cours du temps et tout le reste. On observe juste que ça disparaît. Mais
on voit bien que c'est le taux, le fait que si on agit sur le confinement et que si on respecte les mesures du confinement, ça va rendre vraiment ce taux-là inférieur à 1. Et ça, c'est le cas de l'Allemagne, comme tu dis. Des symptômes. Les symptômes du Covid. Ah, c'est de ça dont tu parles, Carlos. Je sais pas, tu peux essayer de réagir. Je sais pas si tu parles. Tu demandes de parler des symptômes du Covid. Ah, merci beaucoup. En fait, je n'ai pas encore regardé les infos bref, pour le cas de l'Allemagne particulièrement depuis le matin. Merci pour, pour l'info, Clac. Est-ce que la diarrhée fait partie des symptômes du Covid? Non, sur les symptômes qu'on a cités jusqu'à maintenant, il ne fait pas partie. En France, le gouvernement a décidé de confiner les enfants et d'autoriser les retours en classe. Est-ce une bonne chose? Barbara, en ce qui concerne le fait que c'est une bonne chose pour l'économie surtout. Là, ça serait une bonne chose pour l'économie. Mais vraiment, on est dans le cas où on suppose que les gens vont respecter les règles. Sauf que en retour à l'école, les enfants ne vont pas respecter les règles. Par les enfants, ils sont pas des grandes personnes, ils sont pas les personnes qui... Ah, Lulu, merci. Mais je pense que c'est parmi les premiers symptômes qu'il faut vraiment signaler, celui-là, il est un peu derrière par rapport aux autres. Merci beaucoup. Ok, j'étais en train de dire ceci. Par exemple, les personnes qui sont dans les hôpitaux et tout le reste, eux, ils sont capables de respecter les règles très très facilement par rapport aux enfants. Donc, je pense que ça va vraiment compliquer les choses. Mais comme on a dit, on va faire des tests. On améliore des tests qu'on va faire. Donc aussi, on va prendre la température des gens à l'entrée des bus et tout le reste. Je pense qu'à partir de là, on pourra interdire à telle ou telle autre personne de ne pas entrer dans tel milieu et tel autre milieu. Ça va être très très compliqué en fait. Est-ce que le dépistage n'a pas été effectif? Euh, Ok, est-ce que le dépistage... Bon, dans le cas il y a certains pays où c'est effectif, mais jusqu'à maintenant, même Macron l'a dit l'autre jour, on ne peut juste pas se mettre à tester tout le monde. On a dit, on teste les gens, si on te prend la température, tu as une température qui dépasse la normale et tout, on peut te tester, mais on va pas se mettre à tester, par exemple, tout le monde, comme on l'a dit ici. Donc, comme j'ai dit dans l'autre cas, ici, en sachant qu'il y a des potentiels asymptomatiques, oui, Barbara, ça va continuer vraiment Ah oui, ça, Lulu, ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que surtout le truc justement, c'est que les enfants, eux, ils ne vont pas présenter les symptômes, ils sont asymptomatiques comme on a dit, mais du coup, avec le truc, avec la rentrée, peut-être, ils vont se retrouver dans la classe, ils vont transmettre à d'autres enfants et ça peut aussi, et ces enfants-là vont retourner dans des familles où les parents n'étaient pas malades et bon, on observe vraiment l'évolution pour voir, je ne sais pas si ça va se respecter, mais je sais aussi que si on prend la température, comme on a dit, parce que si on continue de rester, c'est sûr, avec cette allure, l'économie va vraiment être... euh, d'accord. Je pense que les tests collectifs doivent être faits. Ah, Amanda, je sais pas si les tests collectifs sont faits. Moi, je suis en France et jusqu'à présent, je pense pas qu'on m'a demandé de faire un test ou tout le reste. Je faisais encore une réunion hier avec mon centre de recherche. On parle du fait qu'on va retourner, mais on a parlé d'aucun test avec tout le reste. Oui, 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 comme là tu l'as précisé, oui, le fait du confinement, c'est pour rendre le R0 inférieur à 1. Et
comme je présentais, lorsque le R0 est inférieur, on est sûr que l'épidémie va s'arrêter ou la maladie vraiment va disparaître de la population mondiale. Et dans les instructions du R0, on a vu que le taux de contact, le fait que si on limite des contacts entre des personnes, ça va réduire ce R0 considérablement, dont le confinement est la solution la plus adaptée actuellement. Du coup, cette histoire d'immunité collective, comment ça fonctionne? Ça, c'est... Moi, personnellement, j'ai pas vraiment les mots pour expliquer ça. Parce que... Je sais pas comment je peux dire. J'ai pas vraiment des mots pour expliquer. La probabilité de l'atteindre est combien? Ça varie vraiment en fonction de chaque population. Très, très variable en fonction de chaque population. Et ici, ce qu'on connaît, c'est la valeur de R0. On sait que si on met une personne qui est infecté dans la population, il va infecter 2 à 3 personnes. Dans la population des gens qui sont susceptibles, il va infecter 2 à 3 personnes. Mais on ne sait pas si vous entrez en contact avec une personne qui est infectée du Covid, la probabilité pour que vous preniez la maladie. Ça, par contre, moi, je n'ai pas la valeur. Comme je disais, ça va varier. Si vous êtes entré en contact avec la personne, il a toussé. Si vous êtes entré avec en contact avec une personne qui présentait déjà des... En fait, c'est très, très variable. Et la valeur, vraiment, je ne peux pas donner une valeur par rapport à cela. Peut-être que si je retrouve les autres études où on a calculé, je peux te l'envoyer. Mais vraiment, là, je n'ai pas trouvé une valeur qui... Ah ouais, j'écoutais la vidéo d'un malade guéri qui disait qu'il n'a présenté aucun symptôme à part la diarrhée. Wow! Wow. Merci pour l'information. En fait, je pense que après tout, on essaie d'apprendre, mais on n'a jamais assez d'informations ou assez de connaissances par rapport à la chose. Donc, on améliore chaque jour. Merci beaucoup, Carlos. Alors, Lulu, tu as une autre question. Lulu, pardon. Tu as une autre question où je pense qu'on a terminé, où on peut arrêter là. On a fait l'essentiel par rapport à la modélisation dont on voulait en parler aujourd'hui. Modèle avec les impacts. D'accord, Claire, je vais regarder. Je pense que j'avais deux modèles qu'on a fait parce que moi, j'avais présenté un premier modèle dès le début, même je pense au mois de janvier, que j'ai simulé. Et j'ai une vidéo que j'ai mise sur YouTube, en fait. Donc, c'est un premier modèle que je vais faire depuis. Néanmoins, je vais regarder le lien que tu m'as envoyé et merci. Merci, Claire. Je t'en prie, Lulu, merci à vous aussi d'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et je vous souhaite un bon week-end ou terminez bien votre week-end. Et à bientôt.